Invention, action d'imaginer, d'inventer, de créer quelque chose de nouveau. Exemple, l'invention de l'écriture. Mais aussi, découverte d'un trésor, de reliques, d'un gisement archéologique, etc. Les choses ainsi découvertes sont dites inventées. Un jour ordinaire commence au choucroute garage. Je prends un petit café avant de me poser devant mon ordinateur, j'ouvre un à un les réseaux sociaux et je regarde les nouveautés de la nuit. Et là, surprise, une petite image attire mon regard sur Facebook. Une amie a partagé le post d'un petit journal local gratuit que je connaissais bien lorsque je travaillais à Haguenau, le Maxi Flash. Ce n'est pas tant l'image qui m'a interpellé, mais le titre de l'article du journal posé sur une table. L'invention du pétrole, une histoire alsacienne. Tiens, voilà un truc que je savais pas, me suis-je dit. J'avais entendu dans mon enfance ces histoires de pétrole en Alsace, mais c'était bien loin dans le passé, m'avait-on dit. J'ai décidé de lire l'article. Et j'ai découvert toute une aventure du pétrole alsacien qui a eu des répercussions mondiales. Si pétrole rime avec Alsace, tout comme choucroute rime avec garage, alors il n'en fallait pas plus pour vous proposer cet épisode qui retrace ce que j'ai découvert sur ce précieux or noir, sur ses usages passés, présents et futurs. Nous sommes à Pechelbronn, dans le nord de l'Alsace. Imaginez-vous au même endroit en 1740. Depuis qu'il y a des hommes sur les terres alentours, un curieux liquide visqueux affleure parfois dans les champs ou les prés. Ces flaques de boue grasses et poisseuses sont découvertes ça et là, dans un périmètre de quelques dizaines de kilomètres. Elles sont souvent mises au jour au moment de creusement de puits d'eau ou de saumure pour en tirer du sel. Et oui, pas de supermarché à cette époque ou d'eau courante. Si en dehors de cette petite zone, on trouve peu de ces flaques en Alsace, cela fait plusieurs siècles, voire millénaires, qu'elles sont découvertes un peu partout à travers le monde. Depuis l'Antiquité, cette boue à l'odeur forte a trouvé de nombreux usages. Bitume pour l'étanchéité des navires, onguent pour soigner, ou bien, une fois distillé, combustible pour s'éclairer dans les lampes à huile par exemple. Au Moyen-Âge, les bitumes et huiles sont de plus en plus utilisés pour lubrifier moulins, machines agricoles ou essieux de charrettes. Ces usages perdurent jusqu'au XXe siècle. Le Koreschmeermann promène sa charrette surmontée d'un tonneau de graisse bitumineuse dans toute la région de l'Outre-Forêt pour proposer sa graisse aux agriculteurs. Si le nom pétrole signifie littéralement huile de roche en latin classique, c'est vers 1240 qu'on trouve la première mention de sa traduction en français sous la forme pétéroile, dans le traité de chirurgie de Roger de Salerne. En gros, le pétrole est connu dans le monde entier et la région de Pechelbronn n'a rien de particulier. Pourquoi en parler alors ? Eh bien parce qu'en 1740 commence ici une aventure qui changera la face du monde, littéralement. L'histoire commence avec Louis-Pierre Ancillon de la Sablonnière. Il obtient l'autorisation de prospecter au sud de Lamperslor, dans une zone appelée puits à bitume ou Bechelbrunn en alsacien. Commencez à comprendre ce qui va se passer ? Bechelbrunn, Pechelbronn. Il découvre de nombreux gisements à faible profondeur et demande à exploiter la ressource. Il en obtient la concession et crée une société grâce à 40 actions vendues en bourse. C'est la première société pétrolière par action qui vient de naître. Le premier puits est ouvert en 1745. Globalement, à ciel ouvert, il s'agit plutôt de mines, car on parle ici de sable bitumineux. Les techniques d'extraction sont classiques, seaux et tamis de rigueur. Un siècle plus tard, les choses ont bien changé. En 1879, fini les méthodes ancestrales. Des puits sont forés selon la méthode de Fauvel, qui permet d'extraire le pétrole grâce à l'injection d'eau. Et dans le reste du monde ? Eh bien, il faut attendre 1855 pour qu'une exploitation industrielle du pétrole voie le jour à Titusville en Pennsylvanie. Mais bon, on parle ici de l'Amérique, le pays où on voit tout en grand. En 1859, les États-Unis produisaient 279 tonnes de pétrole, passant au premier rang mondial devant la Roumanie. Eh oui, les ressources pétrolières roumaines sont bien connues depuis l'Antiquité romaine. L'occupation des Romains du pays de ceux qu'on appelait alors des Daces leur permettait d'avoir accès à pas mal de ressources, dont l'huile de roche. Les Daces finissent par donner leur nom à la province romaine, Dacia Romana. Voyez d'où vient le nom du constructeur automobile roumain ? Mais revenons à notre pétrole.
Donc en 1859, ce sont 279 tonnes de pétrole qui sont extraites par les entreprises américaines, soit bien plus que les quelques puits alsaciens. 3 ans plus tard, ce sont 400 000 tonnes que produisent les États-Unis, soit 3 millions de barils. C'est énorme! Mais au final, pourquoi faire? Qu'est-ce qui justifie une telle explosion de la demande et donc de la production? Il faut revenir quelques années auparavant pour en chercher la cause. En 1855, Benjamin Silliman Jr. améliore le procédé de raffinage par distillation et parvient à séparer de multiples composants du pétrole. Goudron, solvant, naphta, lubrifiants sont ainsi obtenus pour l'industrie chimique, les machines mécaniques et les lampes à pétrole. L'essence est alors considérée comme un sous-produit qu'on utilise comme détachant. Le plus gros des ventes vient de l'éclairage à lampe qui se démocratise et qui fait les choux gras de l'industrie pétrolière naissante. Pourtant, à chaque découverte de nouveaux gisements, le marché se retrouve saturé et les prix s'effondrent. Les compagnies pétrolières les plus faibles font faillite et sont reprises par des entreprises plus grosses. En 1870, un homme d'affaires du nom de John Rockefeller crée une société de raffinage, la Standard Oil. Il se fait une spécialité de racheter ses fournisseurs et concurrents en difficulté. Pour accélérer son expansion, il a parfois recours à la pratique du dumping. Ce procédé consiste à vendre des produits sous leur prix de revient pour étouffer la concurrence et les racheter ainsi à vil prix. C'est ainsi qu'en 1911, la Standard Oil est en situation de monopole aux États-Unis. C'est d'autant plus problématique qu'entre 1870 et 1911, le monde a profondément changé avec l'arrivée des véhicules automobiles. L'essence devient un produit intéressant et bien plus lucratif que le pétrole lampant. Camions, chars, voitures, motos et autres engins à roues sont des clients au potentiel de croissance astronomique. Du coup, laisser le marché de l'éclairage à l'électricité ne prête pas à conséquence, si les pétroliers s'assurent le marché des transports. Or, l'électricité est bien implantée dans l'automobile, qui est surtout urbaine. Les entreprises pétrolières vont alors investir dans les compagnies de taxis, dans les transports, dans les omnibus ou les constructeurs automobiles, pour permettre leur croissance rapide avec des véhicules consommant de l'essence. En 1911, pourtant, le Congrès américain vote la dissolution de la Standard Oil au nom de la loi antitrust. Le législateur ne voit en effet pas d'un bon œil l'hégémonie d'une seule entreprise dans les secteurs stratégiques de l'énergie ou des transports. Pourtant, Rockefeller et sa dynastie gardent une emprise forte sur l'industrie pétrolière, et cela va se remarquer quelques années plus tard. La Première Guerre mondiale est passée, laissant de nombreuses blessures. Certes, les combats n'ont pas eu lieu sur le territoire américain, mais nombreux sont les vétérans sombrant dans l'alcool et la violence. En 1919, le Congrès américain républicain vote la prohibition totale de la production, la vente et la consommation de boissons alcoolisées. Mais qu'est-ce que les pétroliers ont à voir là-dedans ? Il se trouve que tous les grands magnats du pétrole de l'époque, mais aussi d'aujourd'hui, sont dans les rangs républicains. Puritain et d'une rigidité morale extrême, Rockefeller ne pouvait voir la prohibition que d'un œil favorable à son éthique personnelle, mais aussi pour des raisons mercantiles. La production d'alcool dans les campagnes avait toujours plusieurs usages. S'il servait de médicament, de plaisir récréatif ou de conservateur pour les aliments, il brûlait également fort bien. Henry Ford avait d'ailleurs conçu le moteur de sa Ford T pour utiliser l'éthanol comme carburant alternatif au pétrole. Plus sec et plus détergent que l'essence, il entraînait une usure plus rapide des moteurs, mais permettait aux fermes isolées de fonctionner en autarcie. Interdire la production d'alcool revenait, pour Rockefeller et ses amis, à éliminer à bon compte un carburant concurrent. Ainsi, pendant les 14 ans qu'a duré la prohibition, les constructeurs automobiles américains ont axé toute leur recherche et développement sur le seul pétrole, sous la forme d'essence. Une fois l'alcool de nouveau autorisé en 1933, nul ne pensait plus à l'utiliser comme carburant. En Alsace, malgré la taille réduite de l'exploitation de Pechelbronn, on ne s'est pas croisé les bras. 1922 voit la création de la Société alsacienne des carburants, entreprise à vocation de vente de carburants et lubrifiants automobiles. C'est en 1926 que les produits de la SAC voient le jour sous la marque Antar. En 1927, les frères Schlumberger réalisent sur le site le premier sondage de prospection électrique par diagraphie au monde. Cette technique est encore utilisée de nos jours pour prospecter les zones pétrolifères terrestres. En 1937, on compte 2770 employés sur le site. En 1939, ce sont 3300 stations qui distribuent les produits Antar en France. Après la guerre, l'expansion se poursuivra jusque dans les années 60. L'aventure finit par l'absorption de l'entreprise par Elf, puis Total.
La raffinerie de Merkwiller-Pechelbronn ferme en 1970, clôturant la glorieuse histoire du pétrole alsacien. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller au musée français du pétrole installé au centre de la commune. Il vous permettra de découvrir toutes les péripéties qui ont ébranlé la région au fil du temps. Mais revenons sur le plan mondial. La Seconde Guerre mondiale voit un nouveau palier franchi pour l'usage du pétrole dans les transports. Les moteurs diesel des chars allemands ont donné un nouveau débouché à un des produits du raffinage du pétrole. Plus efficace que l'essence pour les engins lourds, le gasoil prend de plus en plus de place dans le mix de rentabilité des compagnies pétrolières. De nouveaux gisements sont trouvés au Moyen-Orient dans les années 50, créant une nouvelle puissance économique mondiale. Le pétrole est bon marché, aussi bien économiquement que techniquement. Dans les gisements africains, il faut peu d'énergie pour extraire un pétrole de qualité. Les puits sont jeunes et regorgent de brut. La demande flambe, mais l'offre va encore plus vite, si bien que les prix s'effondrent, et les pays du Moyen-Orient voient la richesse de leur sous-sol partir à vil prix sur les marchés mondiaux. Les pays producteurs se regroupent alors dans une organisation appelée OPEP. En 1971, les discussions commencent avec les compagnies pétrolières pour obtenir une meilleure part des bénéfices de l'or noir. 2 années durant, les pays producteurs tractent et finalement nationalisent les compagnies pétrolières anglo-américaines présentes sur leur sol. En 1973, c'est l'explosion et l'OPEP déclare un embargo pétrolier avec la guerre de Kippour en toile de fond. Opposant Israël, soutenu par les Américains, et l'Égypte, soutenue par les pays arabes, l'embargo doit servir le camp de l'Égypte contre l'Amérique. On verra monter les prix du baril à plus de 40 $. En 1979, c'est un second choc pétrolier qui secoue la planète. La révolution iranienne et la guerre Iran-Irak qui en résulte a fait grimper le prix du brut à des niveaux extrêmement élevés. Il faudra plusieurs années aux économies mondiales pour s'en remettre. Ces 2 crises pétrolières ont montré l'extrême vulnérabilité de nos économies à la disponibilité du pétrole. Fin des années 80, pourtant, le prix du pétrole est de nouveau au plus bas, en raison d'une surproduction du Moyen-Orient orchestrée pour affaiblir un autre producteur assez instable politiquement, la Russie. L'accord entre l'Amérique et le Moyen-Orient maintiendra cette pression jusqu'au milieu des années 90. Pourtant, les réserves des gisements exploités s'épuisent et de nouvelles prospections sont réalisées dans des régions encore inexplorées, les fonds marins. Le développement des gisements offshore était prometteur, mais les coûts de production ne peuvent concurrencer ceux des gisements traditionnels. En plus, il devient de plus en plus compliqué de soutirer du sol le précieux or noir. L'injection d'eau, l'adjonction de produits chimiques pour décoller le pétrole de la roche, une augmentation des températures et pressions sont autant de techniques qui dégradent les rendements et augmentent le coût économique et écologique du produit. Au début des années 2000, alors que la demande s'emballe, l'offre ne suit pas au même rythme. C'est ainsi qu'en 2008, l'or noir valait près de 140 $ par baril. Pour contrer cela, de nombreuses exploitations de sable bitumineux ou de pétrole de schiste ont été créées aux États-Unis et au Canada, provoquant de monstrueux dégâts écologiques. De son côté, le pétrole offshore se tarit plus vite que prévu et les réserves mondiales s'évaluent entre 80 ans pour les plus pessimistes et 210 ans pour les plus optimistes. L'OPEP rechigne également à augmenter sa production pour garder un prix élevé et préserver ses revenus à long terme. Tout ceci fait que les prix du pétrole sont maintenus entre 80 et 100 $ du baril pendant toutes ces années. Mais c'était sans compter l'arrivée d'un nouvel acteur, SARS-CoV-2, responsable de la maladie Covid-19. La situation sanitaire paralysant une bonne part de l'économie, et surtout une majorité des transports, la demande en pétrole s'est effondrée d'un coup. Les stocks se vendaient au plus fort de la crise à des prix négatifs. Et oui, on vous donnait de l'argent pour se débarrasser de stocks immobiles et coûteux. Si les économies mondiales ont pris conscience de leur dépendance au pétrole lors des chocs pétroliers des années 70, l'industrie du pétrole a fait l'expérience de sa dépendance à l'économie mondiale lors de cette crise sanitaire. Toutefois, ces chocs ont été salutaires et la prise de conscience des conséquences de notre dépendance aux énergies fossiles en général et au pétrole en particulier nous a amené à reconsidérer l'utilisation de l'or noir dans l'avenir. Aujourd'hui, le pétrole a 4 usages: produire de la chaleur, servir de carburant, servir de matière première pour la chimie et la plasturgie, et enfin, le plus ancien des usages, la médecine. De tout temps, la faune sauvage de Pechelbronn, par exemple, savait que se rouler dans une mare de pétrole éloignait les parasites. Les extraits de pétrole entrent toujours dans la composition de nombreux cosmétiques et médicaments à usage externe. Les chasseurs utilisent d'ailleurs toujours l'odeur du pétrole pour attirer les sangliers.
Or, le pétrole est présent en quantité limitée, et surtout dans des gisements de moins en moins accessibles. Continuer à l'exploiter à ce rythme provoquera immanquablement une flambée des prix de l'énergie, des transports et des matières premières. Lorsque la tension économique sera trop forte, la demande s'écroulera et l'économie mondiale s'effondrera. Et nous n'avons pas encore parlé des conséquences écologiques. Le pétrole, ce sont des organismes vivants, végétaux et animaux, comprimés sous de fortes pressions à haute température dans les sous-sols, et ce pendant des millions d'années. Il a emmagasiné des quantités immenses de CO2 au cours des âges. Ce sont ces quantités de gaz carbonique qui sont relâchées aujourd'hui à grande vitesse lorsque l'on brûle ce pétrole. On ne sait pas ce qui stoppera notre civilisation en premier, l'effondrement économique ou les catastrophes écologiques. Pourtant, nous savons comment éviter la catastrophe. Et oui, la solution est toujours la même dans ces cas-là. Diversifier. Utiliser les carburants fossiles est une manière sûre de se trouver au pied du mur dans quelques siècles, voire quelques décennies. Il faut donc les remplacer par des solutions durables, afin de préserver les ressources en pétrole, charbon ou gaz, pour en faire des matières que nous pourrons utiliser et recycler. Aller vers une consommation énergétique en croissance permanente, basée uniquement sur les énergies renouvelables, ne fonctionnera pas non plus. Pas plus qu'un recours massif au nucléaire. Mais alors, qu'est-ce qui va fonctionner ? Eh bien, c'est la sobriété énergétique. L'énergie la moins polluante est celle qu'on n'a pas besoin de produire. La majorité de l'énergie que nous consommons est liée à la production de chaleur. Isoler l'habitat, équiper les maisons de pompes à chaleur plus efficaces que les anciens chauffages, voire mieux étudier la construction des nouveaux bâtiments, nous permettra de faire un grand pas. Pour les transports, supprimer les motorisations inefficaces permettrait de mieux utiliser l'énergie, tout en faisant autant de trajets qu'auparavant. Une voiture à essence n'utilise que 30% de l'énergie qu'elle consomme pour se déplacer, et le véhicule à hydrogène que 15%. La voiture électrique, par contre, a un rendement de 90%, ce qui est bien plus efficace. Toutes les solutions mènent à une utilisation plus massive de l'électricité, car ces applications sont les plus sobres qu'on connaisse aujourd'hui. Produire cette électricité sera le défi de demain. C'est un mix d'énergie renouvelable, de nucléaire et de bioénergie qui nous permettra de disposer de l'électricité dont nous aurons besoin à l'avenir. Des solutions comme la fusion nucléaire qui sera expérimentée avec ITER sont encore lointaines, mais pourraient bien nous donner une solution à long terme, si toutefois nous arrivons à tenir jusque-là. Mais ne soyons pas catastrophistes. Nous avons identifié le problème et commencé à trouver des solutions. La réduction de l'usage des matériaux fossiles dans le domaine de l'énergie est amorcée, mais les efforts devront être durables pour produire de vrais effets à long terme. Cette réduction est l'affaire de chacun d'entre nous, et ce, dans notre vie de tous les jours. Tout le monde n'a pas les moyens de changer son chauffage ou de s'acheter une voiture électrique, mettre des panneaux photovoltaïques à un prix, tout comme l'isolation de sa maison. Pourtant, sobriété ne veut pas dire forcément investissement ou privation. Choisir les produits que nous consommons au quotidien avec soin nous permet de faire le premier pas. Marcher ou prendre son vélo au lieu de la voiture, même électrique pour les trajets qui ne le nécessitent pas, est un autre pas qui ne coûte rien. Je ne suis ni pro ni anti-écologique. Je n'ai pas d'action dans le pétrole ou les voitures électriques, ni aucune sorte d'appartenance à une entité économique d'un bord ou de l'autre. Ceci étant dit, j'ai un cerveau qui me dit la chose suivante. Si je peux continuer à vivre agréablement tout en aidant à éviter le pire, et qu'en plus cela m'apporte des bienfaits au niveau de ma santé et de mon estime personnelle, pourquoi est-ce que j'irai pas chercher mon pain à pied ? Pourquoi ne limiterais-je pas ma consommation de produits industriels ? Ou pourquoi ne mettrais-je pas un pull en hiver plutôt que de monter la température du chauffage ? En tout cas, le pétrole a eu sa part de mérite dans la constitution de notre monde moderne, où notre vie, il faut bien l'avouer, est bien plus agréable que celle de nos ancêtres. Il a encore bien des services à nous rendre dans l'avenir, si nous décidons de l'utiliser à la hauteur de sa réelle valeur, en le destinant aux usages nobles plutôt qu'en le brûlant comme un vulgaire carburant. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt dans un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien. Ciao. Bon Maurice, t'as fini là ? Maurice, c'est le lave-vaisselle, il est en train de faire... Dans ces gisements africains, il faut... Bon Maurice,